Nous allons à présent lire la presse avec Julien Cheïda. Bonjour Julien. Bonjour. Nous commençons par l'aide humanitaire qui doit parvenir aujourd'hui à la bande de Gaza alors que, comme le rappelle la presse internationale, la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne est en train de se dégrader chaque jour un peu plus. Effectivement, Philomène, c'est une aide bienvenue, mais qui arrive bien trop tard. Et cela fait, vous allez le voir, la une ici du Guardian, qui publie une photo d'une Gazaoui ici, au milieu des décombres. Cette aide humanitaire arrive trop tard, je vous le disais, et surtout en trop petite quantité, nous dit l'article, pour une population totalement désespérée. Et pour illustrer ce désespoir, on va aller se diriger du côté des Émirats arabes unis, qui, pour rappel, ont signé en 2020 les accords de paix d'Abraham avec Israël. Or, depuis 10 jours, les autorités émiraties ne ménagent pas leurs critiques à l'égard de la riposte israélienne sur la bande de Gaza. Et dans The National, ici, eh bien, on peut voir en une ce titre. Les habitants sont forcés de boire de l'eau salée. Pour vous décrire un peu la situation humanitaire sur place, il y a aussi l'autre titre émirati qui est le Khaleej Times, qui lui demande tout simplement la fin de l'étau, je cite, qui étouffe Gaza, en ouvrant notamment les postes frontières de l'enclave palestinienne. Même tonalité aussi dans la presse française, vous allez le voir ici avec le Figaro qui revient justement sur cette aide humanitaire qui est attendue aujourd'hui et qui décrit le défi logistique auquel les humanitaires sont confrontés pour déployer cette aide dans un territoire en guerre, notamment avec des routes en mauvais état, écrit l'article. Dans Libération, on peut voir ce titre qui est extrêmement éloquent, une aide humanitaire nécessaire, sauf qu'elle est dérisoire d'après Libération. Cette aide doit donc parvenir via le poste frontière de Rafah avec l'Égypte avant le 7 octobre. Pourquoi dérisoire, nous dit l'article? Parce qu'avant le 7 octobre, 300 à 400 camions traversaient quotidiennement cette frontière. Les Gazaouis sont au bord de la catastrophe humanitaire, écrit la journaliste de Libération. En France, Julien, la crainte des autorités françaises est de voir ce conflit s'importer dans l'Hexagone. Le gouvernement a évoqué un possible lien entre cette guerre et l'assassinat du professeur de lettres, Dominique Bernard. Et tout cela intervient dans un pays qui pensait peut-être avoir tourné la page de la menace terroriste. Oui, avec ces alertes à la bombe répétées dont vous parliez à l'instant, alertes dans toute la France et qui sèment, vous allez le voir ici à la une de la dépêche du midi, alerte à la bombe qui sème une grosse pagaille. Dans la montagne, on peut voir que la France se tient sur ses gardes avec cette photo d'un soldat du dispositif Sentinelle posté devant le Louvre. Le musée avait dû évacuer ses visiteurs suite à une alerte à la bombe, tout comme le château de Versailles et autres établissements publics jusqu'aux aéroports. À chaque fois, il s'agit de fausses alertes. Vous allez le voir dans le Figaro. Eh bien, désormais, le gouvernement recherche lance la traque, je cite, au Guignol. Près d'une vingtaine d'interpellations ont eu lieu d'après le ministère de l'Intérieur. Pour la plupart, il s'agit de mineurs adolescents. Ces fausses alertes, je vous le rappelle, sont passibles de 2 peines d'emprisonnement. Et dans les établissements scolaires qui ne sont pas épargnés, eh bien, cela crée, il y a, d'après le Parisien, plus 25% d'augmentation de fausses alertes, toutes fausses à chaque fois, sauf qu'évidemment, plan Vigipirate oblige, le protocole des sécurités est appliqué à chaque fois. C'est beaucoup d'énergie déployée et surtout dévoyée, indique le personnel scolaire. Le risque, selon les magistrats, eh bien, c'est qu'il y ait tout simplement un phénomène de lassitude qui pourrait provoquer à moyen terme une baisse de la vigilance. Dans la presse aussi, cette récompense du Parlement européen qui a choisi, Julien Cheïda, de remettre son prix Sakharov à Mahsa Amini et au mouvement des femmes en Iran en général. Effectivement, vous allez le voir ici, le prix Sakharov, donc, qui honore la liberté de l'esprit, a été décerné à Mahsa Amini, décédée en septembre 2022 suite à un contrôle de la police des mœurs. C'était en Iran. Cela avait déclenché un vaste mouvement de contestation malgré une féroce répression. Et ça avait aussi créé ce mouvement qu'on appelle aujourd'hui Femmes, Vie, Liberté, qui est donc l'autre lauréat de ce prix. Le journal La Croix y consacre son éditorial et témoigne de son, je cite, de son admiration envers Mahsa Amini et vers ces jeunes Iraniennes et Iraniens qui défient les autorités au nom de la liberté, malgré les risques de peine de prison, de torture, voire même de peine de mort. Et pour terminer votre revue de presse, Julien, on prend de la hauteur. Beaucoup de hauteur. Oui, on va se faire un petit voyage, Philomé, à plus de 600 millions de kilomètres de la Terre, direction
le système satellitaire de Jupiter. Plus précisément, voici la lune Io, qui est l'une des plus grandes lunes de la plus grande planète du système solaire. Donc voici l'un des tout derniers clichés de ce satellite, l'un des plus précis aussi. Pourquoi est-ce que ce satellite intrigue autant les scientifiques, notamment à cause de son intense activité géologique. Tout ce que vous voyez ici, ces sortes de cratères, eh bien en fait ce sont des volcans. Il y en a environ 400 à la surface de ce satellite. Et ici, en fait, ce sont des champs de lave. Tout se passe, je vous le disais, à plus de 600 millions de kilomètres de la Terre. Et même si dans l'espace, on ne peut pas y respirer, eh bien, ça nous fait quand même une belle bouffée d'air. Très, très beau comme cliché. Merci beaucoup, Julien Cheida. C'était la revue de presse à retrouver évidemment sur les plateformes habituelles.